Champion olympique. Bidouille, Chausse, Pipe Chiche et Hoche. et Hoche vous passe la parole. Bonjour et bienvenue dans Hoche, le nouveau podcast qui donne la parole aux personnes qui font le volet. L'idée est de vous présenter une personne, puis de lui donner la parole sans l'interrompre. S'en suivra alors un dialogue, voire un débat, pour tenter d'en savoir davantage sur ses opinions et sa personnalité. D'autres jeux et cocasseries viendront aussi pimenter ces quelques minutes ensemble. Aujourd'hui, je reçois une personne qui aura 25 ans dans 2 semaines, originaire de Sausheim en Alsace. Ayant d'abord fait ses classes dans notre pays, elle a continué sa formation aux États-Unis, où elle a pu notamment découvrir le Nevada et le Texas. D'ailleurs, si jamais vous partez en vacances avec elle, vous pouvez lui faire confiance niveau organisation. Elle se plaît à élaborer méticuleusement son planning à l'avance, ce qui lui vaut peut-être d'être qualifiée de mature par ceux qui la côtoient. Anciennement confinée entre les murs, elle a récemment pris la décision de devenir arénicole, ce qui veut dire qu'elle va désormais vivre dans le sable. Elle n'en reste pas moins proche des plaisirs vinicoles, qui rappellent sa constitution française. Elsa, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi? Très très bien. Comme je l'ai dit, je te laisse la parole pour nous parler d'un sujet qui t'est cher. Alors moi aujourd'hui je voulais parler des États-Unis. Comme tu l'as dit, j'ai fait 5 ans là-bas, 4 ans à Las Vegas au Nevada et 1 an à Houston, Texas. Donc 4 ans de salle et 1 an de beach. Bon, c'était l'année Covid, donc c'était pas vraiment une grosse année. Mais donc voilà, je voulais un peu parler de comment ça se passait là-bas. Enfin un peu tout le système américain, qui ont déjà d'une chose un énorme budget pour pouvoir financer une dizaine d'athlètes par équipe à chaque fois minimum. Faut savoir que moi à Las Vegas le budget c'était 35 000 l'année pour une étudiante internationale, donc et j'avais pratiquement rien à payer sauf mon billet pour venir aux États-Unis. Après le championnat ça commence en août. Fin août, du coup, la pré-saison avec 3 entraînements par jour, qui est assez intense, commence début août. Et donc, du coup, le championnat se fait donc de fin août à mi-décembre, si tu vas jusqu'au final. Et après, le spring season, ça commence en janvier, plutôt fin janvier, jusqu'en fin avril. Et du coup, il y a un peu... La NCAA fait en sorte qu'il y ait des règles au niveau horaire. Donc, par exemple, la moitié de la saison du spring, c'est que 8 heures par semaine. Et ils comptent vachement sur les joueuses pour faire pas mal d'entraînements entre elles, sans coach. Et la deuxième partie, ça repasse à 20 heures par semaine, où il y aura aussi des tournois un peu amicaux, enfin oui, on va dire entre guillemets amicaux, avec d'autres équipes qui sont organisées. Voilà. Pendant la pré-saison, comme je disais, c'était assez difficile. Les entraînements peuvent aller de 2 heures à 3h30 par entraînement. Et c'est assez physique quand même, et ça reste beaucoup de répétitions, mais en soi, c'était une super expérience que je recommande fortement. Après, tout ce qui est, on va dire, paperasse pour y aller, c'est assez difficile. Et je sais que si j'avais pas eu de l'aide de mon entourage et de personnes que j'avais contactées pour faire tout ça, ça aurait été un peu galère quand même. Et voilà. Les infrastructures sont aussi énormes sur le campus. Il y a déjà il y a les salles, une salle pratiquement pour chaque sport, donc un football stadium, un gymnase de volley, un gymnase de basket. Après, il y a un terrain de baseball, un terrain de softball, terrain de football français, donc soccer, et j'en passe. Et encore un gymnase où tous les autres étudiants peuvent venir s'entraîner, jouer, faire de la muscu, qui est sur au moins 3 ou 4 étages. Donc voilà un peu l'histoire américaine, l'aventure américaine. Voilà. Merci Elsa, c'est très intéressant cette expérience aux États-Unis. Donc je reviens sur ce que tu disais en termes d'organisation tout d'abord. Donc tu dis qu'il y a deux saisons, une saison entre août et décembre où là vous avez des compétitions,
et une Mhm. saison à partir de janvier qui est faite uniquement d'entraînement. Alors c'est assez étrange pour les Européens, on comprend pas trop ce système. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de ce système? Ben, du coup, la saison est vachement condensée. Enfin, au début, on fait 3 matchs par week-end, et après, une fois que le championnat de la conférence commence, ça reste à 2. Donc plutôt, enfin, nous, c'était plus le jeudi et le samedi. Donc là, ça permet vraiment de faire focus sur les matchs, de préparer vraiment nos matchs, et de janvier à mai, on travaille plus tout ce qui est muscu, où on fait pas mal de programmes de force, où on essaie vraiment de bien progresser physiquement, mais aussi tout ce qui est technique. On travaille sur la technique, sur des systèmes qu'on voit pas forcément pendant la saison parce qu'on n'a pas le temps, parce que comme je disais, on a vraiment 2 semaines et 3 semaines de préparation, ce qui est pas énormément pour préparer une équipe au championnat. Donc ça, l'année d'après, c'est le moment où vraiment on fait focus là-dessus, quoi. Vous êtes combien dans l'effectif à peu près? On peut être entre 14 et 20 joueuses, je dirais. Ça dépend Donc, vraiment des entraîneurs, combien de joueuses ils veulent avoir dans leur collectif. et chacune de ces joueuses est financée 35 000 euros, 35 Non, 000 dollars? non, il y en a C'est spécifique. qui, voilà, c'est ça. Il y en a qui ont des bourses complètes, il y en a qui ont des bourses que scolaires, il y en a qui ont des bourses que sportives, et il y en a qui sont pas du tout financés et qui viennent juste s'entraîner pour le plaisir et qui payent de leur poche. Voilà. Ça fait un bruit énorme là avec ton micro. Je sais pas. Ah bon, c'est trop bizarre. Ouais, ouais. À chaque fois que tu parles, il y a un bruit qui... C'est fou, pourtant je fais rien. Ouais, j'imagine. Ça doit être la qualité de ton micro. Enfin, c'est presque sûr que ça, parce que quand on pourtant j'ai changé d'écouteur. T'as changé d'écouteur? Bah oui. Ouais. Non, bah, écoute, parce que là je suis sur mon iPhone avec mon iPhone. Viens, on fait le podcast et puis on verra le son à la fin. Ok. Ne t'inquiète pas. Très bien. Alors on en était oui, voilà. Donc, est-ce que vous négociez justement ces bourses? Est-ce que il y a des règles très strictes? Parce que je rappelle que tu disais on peut s'entraîner tant d'heures par semaine pour la spring season, on peut être tant de joueuses. Tout ça, ce sont des règles régies par la NCAA, qui est assez stricte sur qui peut faire quoi et comment et à quelle heure. Oui, c'est ça. Est-ce que pareil, il y a des règles pour les bourses? Enfin, il me semble pas. Après, ça dépend vraiment des universités, parce que moi, j'ai jamais eu de problème en soi. Après, enfin, c'est un sujet où tu demandes pas forcément aux joueuses combien elles sont payées. Enfin, si elles doivent payer une partie ou si elles sont en bourse complète, quoi. Donc ça, enfin, on va pas s'amuser à demander à chacun, mais en fait, les coachs vont dire bon bah toi, tu auras une bourse. Sur 4 ans, bourse complète, ou alors sur 2 ans, et après au bout de la deuxième année tu renégocies. Ça marche souvent comme ça. En fonction du niveau des joueuses. C'est ça, en fonction du niveau des joueuses. Donc en gros, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils disent bon, t'as une bourse de 2 ans et qui peut être renouvelable suivant ta progression ou non. Voilà. Donc toi, ta bourse de 35 000 dollars, est-ce qu'elle a couvert tes frais de scolarité? Oui. Entièrement sur les 4 ans. Entièrement sur les 4 ans. Donc ça rappelle aussi que les frais de scolarité aux États-Unis coûtent excessivement cher. Ah oui, c'est très cher. Quand on s'inscrit à l'université en France, on va payer de l'ordre de 1 000 euros, je caricature, hein. Ouais. Et aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 000 euros parfois, voire plus pour les universités les plus prestigieuses. C'est ça. Et donc c'est une chance que de voir sa scolarité payée entièrement grâce au sport. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'obtenir des bourses? Les bourses académiques, donc c'est suivant le niveau scolaire. Enfin c'est plutôt pour les Américains, ils peuvent appliquer en anglais. Ouais, ils peuvent s'inscrire pour ces bourses-là. Et du coup après tout dépend de l'université, ou si c'est plus haut, si c'est
comment dire, le secteur du Nevada qui donne ces bourses ou non. Mais bon, c'est aussi une solution pour les étudiants qui veulent avoir une bourse et qui n'ont pas forcément de bourse sportive, quoi. Donc voilà, les bourses au mérite C'est ça, les académique. bourses au mérite, ouais. On voit d'ailleurs que les mots deviennent parfois plus facilement en anglais qu'en français. Ça fait combien de temps maintenant que tu es rentré en France? Presque un an? Bah, ça fait un an, mais Mais malgré j'ai tout, encore des bugs. après avoir vécu 5 ans là-bas, c'est dur de se remettre complètement à sa langue maternelle. Ouais. Mais c'est vrai que la langue est importante pour s'intégrer. Comment tu as fait, toi, au tout début? Ben, au tout début, j'ai un peu galéré. J'avoue que mon équipe m'a vachement aidé parce que, enfin, j'avais passé tous les tests et tout, ça allait à peu près. Et puis je me suis dit bon, bah en anglais, je me démerdais pas trop mal en cours, mais en fait, pas du tout. Je suis arrivée là-bas, les Américains parlaient trop vite pour moi, je comprenais rien. Du coup, je leur demandais de parler doucement pour moi et bah au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux, quoi. Mais il faut vraiment se forcer à parler. Et étant donné que j'étais qu'avec des Américains, j'étais obligée de parler anglais, donc on s'intègre encore plus vite comme ça, quoi. Ils ont été accueillants dans l'ensemble? Oui, oui, oui. Alors, explique-nous le système maintenant. Combien il y a d'équipes? Combien il y a de divisions? Comment ça fonctionne tout ça? Alors dans la NCAA, il y a 3 divisions et rien que dans la division 1, il y a 330 dans les 330 équipes. Et du coup, ça marche par conférence où il y a entre 10 et 15 grands max équipes. Le plus souvent, c'est 11-12. Et donc le championnat est de plutôt mi-septembre à à novembre, où tu rencontres les filles de la conférence. T'as match aller et souvent match retour. Après ça, il y a un classement dans la conférence. Mais les matchs de la pré-saison, enfin qu'on appelle pré-saison, donc c'est le match juste avant, on est à quoi? Environ 4 tournois avant le début de la conférence qui eux comptent pour le ranking national. Et tout dépend les équipes que tu rencontres à ce moment-là, victoire ou défaite, ça aide vachement à se placer aussi dans ce ranking-là. Et du coup, si tu finis première de la conférence, t'es sûr d'aller au championnat de la NCAA où il y a le 64 équipes, il me semble. Oui. Et sinon, après, ça marche au ranking parce que nous, ma deuxième année, on finit deuxième ou troisième ex aequo, je sais plus, avec. Enfin, je crois qu'on est deuxième avec trois équipes qui finissent deuxième niveau points. Et avec notre ranking, on était, je crois, 35e. Ça nous aide à passer dans les 64 équipes de la NCAA. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment, même moi, en l'ayant vécu, c'est dur d'expliquer parce que c'est vraiment les entraîneurs se font vraiment des choses pour faire marcher le ranking, quoi, juste avant la saison. Donc c'est assez spécial, mais c'est vrai que au final, à la fin de la saison, ça aide, quoi. Oui, voilà. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les matchs de pré-saison, qu'on appellerait amicaux en France, sont pas du tout amicaux. Ils ont une Ouais, pas importance du tout, c'est ça. Bah pour ça, le le classement. résultat, ouais, le résultat compte quand même, quoi. Ah oui, compte beaucoup. Et ça peut jouer à la fin de la saison en novembre pour savoir si vous allez au tournoi final ou pas. Et Exactement. avec l'UNLV, t'es allé jusqu'au tournoi final la deuxième année et tu as même gagné un match là-bas. Raconte-nous un peu l'ambiance que c'était cette finale. C'était où? Euh, C'était en Utah, BYU. Mhm. Donc c'était déjà on s'attendait pas vraiment à y aller. Donc grosse surprise quand on a eu l'annonce à la télé. Quand on avait fait un repas d'équipe chez la coach où on savait pas trop, on était vraiment comment dire, on était le cul entre deux chaises, on savait pas trop si on allait passer ou pas. Et donc l'annonce à la télévision, on saute toutes de joie et tout. On va pour du coup on a quoi 3-4 jours même pas pour se préparer. On part à ce tournoi et il y a énormément de parents qui sont venus nous supporter, donc grosse ambiance, les tribunes étaient pleines à craquer, il y avait c'était vraiment une ambiance géniale. On gagne notre premier match, donc encore
pleine d'euphorie, on fête ça, on va manger au restaurant. Et le lendemain, on voit BYU qui, cette année-là, finit dans le top 10, il me semble. Et on essaye, on fait un gros match, mais bon, ça passe pas. Et c'était vraiment une ambiance extraordinaire, quoi. Mais ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que ces finales NCAA sont chaque année l'occasion de retrouver les meilleurs joueurs du pays, les meilleurs entraîneurs. Il y a beaucoup de conférences. Il y a oui, des rencontres importantes. C'est vrai, on croise avec d'autres conférences qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ni pendant la pré-saison ni jamais en fait. Donc c'est vraiment le moment de jouer contre ces équipes-là, et si tu arrives à atteindre ces championnats, ça te permet aussi d'ouvrir des portes pour des matchs, futurs matchs amicaux entre guillemets, parce que les entraîneurs vont dire au final cette équipe elle est vraiment pas mal, ça peut être intéressant de jouer contre elle pour la pré-saison l'année prochaine. Donc ça ouvre aussi certaines portes, ce qui est une grosse opportunité, quoi. Absolument. Et tu nous expliquais, donc il y a 3 divisions avec notamment 300 équipes en division 1. Ça, c'est chez les filles. Chez les garçons, il y a beaucoup moins d'équipes. Ah oui, il y a beaucoup moins d'équipes. Alors là, je serais incapable de le dire combien. Non, alors, mais pourquoi il y a beaucoup moins d'équipes chez les garçons? Est-ce que tu pourrais l'expliquer, ça? Je pense que, pour moi, il y a moins d'écoles intéressées par ça, mais en fait, je sais pas vraiment. Je sais, mais je pourrais pas l'expliquer. Mais est-ce que tu es familière avec le concept de varsity? Ah si, oui, c'est ça. C'est parce que il y a les universités veulent, sur ces athlètes, ils font payer les entrées et tout, ce qui est d'un côté normal, et du coup ils favorisent les sports qui aident à gagner de l'argent, comme le football, le basket, le baseball, et ils font priorité là-dessus. Et étant donné qu'il faut qu'il y ait un ratio égal de filles et garçons dans l'université, enfin du moins sport et joueurs en bourse aussi, et ils font priorité sur certains sports, et le volley garçon n'est pas forcément la priorité, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait autant de sports varsity féminin que masculin. Et donc les universités font des choix. Et de manière générale, le volley est plutôt vu comme un passe sport à la trappe, quoi. Féminin, et donc le volley masculin passe à la trappe. Il n'est pas exclu que certaines universités proposent le volley masculin et le volley féminin, mais c'est rare. Et d'autre part, le beach volley est un sport à part encore. Donc, par exemple, dans les sports féminins, on va voir beaucoup de softball, beaucoup de lacrosse, des sports qui n'existent pas forcément en France. C'est ça. Ils sont typiquement féminins, alors que du côté masculin, on va avoir plutôt le football américain, évidemment, le baseball, etc. Le basket aussi. Le basket, évidemment. Comment tu as concilié, toi, les études et le sport? Est-ce que vraiment il y a une exigence par rapport à ça, ou entre guillemets on vous facilite la vie et puis il n'y a pas grand-chose à faire? Nous, dans mon université, il fallait avoir un certain, donc ça marche en GPA. C'est une genre de moyenne de fin d'année qui va de 0 à 4. Et ils nous demandent d'avoir au moins 2,75 pour être éligible et pouvoir pratiquer son sport. Donc ça sous-entend que si, par exemple, à la fin de la première année, alors qu'il t'avait dit qu'il te payait full scholarship sur les 4 ans, t'avais moins de 2,75 sur tes études en GPA, ils auraient pu te renvoyer. Oui, c'est ça. Donc c'est important. Ouais, c'est une condition. En fait, t'as la full scholarship, mais à certaines conditions aussi, quoi. Tu peux pas te permettre de mettre les pieds sous la table et attendre que ça se passe. Voilà, ça marche pas comme ça, quoi. Et donc les choses à valider, elles t'ont paru difficiles, ou au vu de ce que tu avais suivi en France, ça allait? Fallait quand même en travailler un peu, mais au vu de ce que j'avais fait en France, j'ai travaillé, mais j'avais quand même certaines facilités aussi. Tu as étudié quoi là-bas? À Las Vegas, j'ai fait un bachelor en business international, qui équivaut à une licence. Et ensuite à Houston, j'ai fait un master en ressources humaines. Et là, j'avoue que c'était beaucoup, avec le Covid, c'était beaucoup de papiers, une quinzaine de pages par classe à rendre à chaque fois en fin de semestre.
Donc là, il fallait quand même beaucoup travailler, plus travailler que mon bachelor, quoi. Donc tu es passé de Las Vegas à Houston, C'est du ça, volley indoor au beach volley. Quelles exactement. sont les différences majeures que tu as vécues entre les deux villes, les deux modes de vie, et entre les deux organisations? Déjà, je suis passée d'un campus à Las Vegas à un campus qui était un peu plus, on va dire, religieux, parce que c'est un campus privé. C'est Houston Baptist University, et du coup, c'était plus strict dans le sens où on pouvait pas. Après, aux États-Unis, ils veulent pas qu'on s'entraîne en brassière ou en maillot de bain. C'est short obligatoire et débardeur. Donc ça, c'est souvent comme ça sur les campus et même en compétition. Après, ça reste la tenue de sport exigée pour tout le monde, quoi. C'est l'uniforme, on va dire, enfin le maillot de match. Et après, des différences notables, non, pas forcément. C'était plus Las Vegas, il y avait plus de diversité que à Houston, qui était aussi un plus petit campus du coup du fait qu'il soit privé. Euh, mais après, il y avait pas d'énormes différences, quoi. Tu as pu vivre une vie en dehors des études et du sport, profiter de ces villes, de ces États, des États-Unis dans sa globalité ou pas? À Las Vegas, oui. J'ai pu visiter pas mal aux alentours, donc aller en Californie, faire les parcs nationaux comme le Grand Canyon, Zion, Bryce, Antelope Canyon et Valley of Fire et d'autres parcs, j'en passe. Par contre, à Houston, j'y suis allée l'année juste, pendant le Covid, du coup, j'ai visité un tout petit peu avant. Et après, on a été confinés, donc c'était un peu difficile de pouvoir visiter et faire autre chose que rester un peu sur le campus à être enfermé, quoi. Donc voilà. Bon, maintenant, avec le recul, tu as passé 5 ans aux États-Unis à faire du volley, à étudier. Euh, Quels sont les avantages et les inconvénients vis-à-vis de la France, si tu avais fait le même parcours en France? Aux États-Unis, on peut choisir un peu on a un certain nombre de cours à faire. Donc, tout dépend le cursus qu'on choisit. Et suivant ces classes à prendre, on peut choisir quand est-ce qu'on les veut, suivant les entraînements. Donc, par exemple, si on a entraînement l'après-midi, on va dire je vais faire cours de 8h à 11h et on enchaîne toutes les classes. Ou alors on peut décider d'avoir une pause entre les deux classes si on veut. Enfin, si les heures des classes proposées fonctionnent, quoi. Mais sachant ça, on peut vraiment moduler nos classes suivant les heures d'entraînement, et ça, je trouvais ça vraiment pas mal, parce que du coup, on peut faire, c'est vraiment sport-études et on ne fait pas de priorité sur l'un ou sur l'autre parce que les horaires sont en conflit, quoi. Donc ça, je trouvais ça vraiment pas mal. Ça veut dire que si jamais tu avais entraînement, tu pouvais déplacer ton cours, mais si jamais tu avais un cours important ou un examen, tu pouvais déplacer ton entraînement? Enfin, ou être absente? Maintenant, justement, on choisissait nos cours en fonction des entraînements. Donc pour le semestre, donc on savait qu'on avait entraînement toutes les après-midi. Donc on faisait en sorte d'avoir cours le matin ou le soir après notre entraînement. D'accord, donc ça sous-entendait une organisation fiable de l'université. Oui, après les cours ça reste ça reste aux mêmes heures et au même jour, quoi. Donc par exemple une classe on a le mardi jeudi de 8h à 9h et ça reste comme ça de août à décembre D'accord. pendant la saison. Donc voilà. Est-ce que tu penses qu'en France, il est possible aussi de concilier les deux? Il y a plein d'exemples de jeunes. Oui, c'est possible, c'est totalement possible. Après, faut vraiment que l'université fasse en sorte de s'accommoder avec le sportif et le club, quoi, ce qui est pas forcément toujours facile en France, je trouve. D'accord. Donc ça, c'est en termes d'organisation. Oui. Oui, c'est en termes d'organisation. Maintenant, en termes de volley et de développement en volley, comment la France pourrait s'inspirer du modèle américain et vice-versa?
Euh, Bah, aux États-Unis, après, enfin, le volley, c'est, comment dire, euh, les enfants commencent assez tôt parce qu'en fait, les parents, ils font en sorte de, comment dire, de miser sur l'enfant en pensant enfin, en espérant qu'il ait de potentiel pour avoir une bourse pour l'université. Donc, ils sont prêts à mettre, je sais pas, je dirais 10 000 € sur le laps de temps avant l'université pour que l'enfant ait une bourse et qu'ils économisent 35 000 fois 4 en université. Tu vois ce que je veux dire? Complètement, c'est marrant que tu utilises ce mot de miser. Bah, c'est C'est-à-dire que vraiment toi, tu ça as parce que ressenti, oui, ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait ils misent tout sur les clubs parce que le club est payant aussi et c'est pas le même prix qu'en France. Ils prennent vachement de cours individuels qui peut être entre 50 et 100 $ l'heure pour les coachs, ce que je trouve énorme. Donc ils sont vraiment, ils misent vraiment sur comment dire, la performance pour pouvoir entrer en université en tant que boursier, quoi. Voilà. explique-nous un petit peu le système des clubs, justement. Bah comme je disais, tout est payant dans les clubs, des équipements aux entraînements à la saison. Je sais pas exactement les prix pour d'inscription, mais donc ça déjà c'est pour entraînement toute l'année. Et enfin en été quand il y a un break, les parents n'hésitent pas à les inscrire dans les camps que les universités organisent, ce qui revient à facilement je dirais 300 à 500 € suivant le nombre de jours de camp, mais aussi à faire des entraînements individuels avec les coachs présents dans les clubs. Et les coachs font comment dire, font que leurs séances sont entre 50 et 100 € par heure. Donc vraiment tout a un coût là-bas et c'est vraiment, c'est beaucoup relié à l'argent, quoi, en fait. Oui, tout a un coût. Alors, il est direct là au niveau des clubs. Hein, c'est pas les clubs peut-être qu'on les entend en France. C'est un autre modèle. Oui, C'est, on va dire, une espèce de formation au volet. Et puis, une fois que vous êtes à l'université, bah oui, soit vous payez le prix fort pour l'ensemble, soit vous payez rien, quoi, parce que si jamais vous avez une exactement. bourse, vous payez rien. Donc, il y a un petit décalage, mine de rien, entre avant et après pour peu qu'on soit boursier. Et C'est comment ça. tu expliques justement tout cet argent qui est généré par bah, les études et le sport quand on est enfant, adolescent, qu'il n'y a pas vraiment en France. Donc c'est en France, euh, c'est sponsorisé, c'est financé par l'État, mine de rien. Oui, c'est sûr. Après, ben c'est aux États-Unis, c'est tout un autre système. Tout se paye là-bas. Ben, l'exemple le plus marquant enfin, qui me vient à l'esprit, c'est rien que l'assurance maladie qui coûte une fortune là-bas, enfin, alors que nous, enfin, ça coûte rien par rapport à chez eux. Enfin, c'est vraiment, tout est relié à l'argent, comme je disais. Et enfin, les gens préfèrent donc faire jouer, enfin, aller dans les clubs, payer les clubs, même si c'est 10 à 20 000, pour pouvoir entrer en université. Donc, c'est vraiment, Mais après, dans l'université, tu le disais, des infrastructures impressionnantes. oui, c'est ça. Après, l'État n'hésite pas, enfin, l'État, le, ou enfin, les États-Unis en général n'hésitent pas à vraiment investir sur les infrastructures, sur les universités pour pouvoir permettre aussi aux étudiants d'avoir accès à des bonnes conditions, quoi. Justement, là, il me semble que c'est plus les universités elles-mêmes que l'État qui, Oui, grâce à vos frais de scolarité, peuvent, bah après, suivant aussi les revenus des sports, si par exemple le voilà. basket et le Donc il y a les frais de football, scolarité, ouais, les revenus générés par le sport, et puis aussi beaucoup de mécénat aux États-Unis, oui, qui ça existe aussi, peu en France, mais où ce qu'on appelle les alumni donnent régulièrement de l'argent à leur université. ouais, c'est ça aussi, ou alors à leur programme s'ils étaient sportifs. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué de la France pendant que tu étais là-bas?
Qu'est-ce qui m'a manqué? Le fromage. Oui. Non. Bah après, c'est sûr que, enfin, je vivais de loin de ma famille, donc évidemment, ma famille manquait, mes amis en France aussi. Après, c'est aussi quelque chose à quoi on s'habitue. On se fait des nouveaux amis, on se fait une vie là-bas. C'est sûr que c'est souvent pas, enfin, c'est pas facile, mais c'est aussi une super expérience et je regrette rien du tout. D'accord. Un petit conseil pour un jeune joueur, une jeune joueuse qui voudrait se lancer dans l'aventure américaine. On rappelle hein, l'âge idéal pour envisager des études aux États-Unis, c'est quoi? C'est 16-17 ans de partir après le bac. Oui, il faut partir après le bac, mais les démarches, ça peut se faire une année à l'avance. C'est trop tard, pardon. Faut le faire minimum 2 ans, si pas plus, parce que vraiment les universités commencent à rechercher, par exemple, pour dans 3 ans maintenant. D'accord, donc Donc, plutôt vers 14, 15, 16 ans. ouais, c'est ça. Le plus tôt, c'est le mieux. Enfin, contacter des universités, envoyer des vidéos. C'est vraiment rester en contact avec les coachs, parce que c'est ça qui aide vachement. Envoyer des vidéos, se filmer pendant les entraînements, pendant les matchs. Vraiment, une bonne communication, ça aide vachement. Quelque chose aussi qui est propre aux États-Unis, c'est que les gens lisent les mails et souvent y répondent. Exactement. Et ça change tout parce que on peut n'être personne entre guillemets, n'être pas connu, envoyer un mail, démarcher des universités, et puis on aura une réponse quoi, tôt ou tard. Donc ce que tu dis est important, c'est-à-dire que se filmer, oui, essayer de faire des montages de highlights, et puis les envoyer aux différentes universités. Après, essayer d'établir son niveau, savoir si on est plutôt division 1, division 2, division 3, c'est plus délicat, donc essayer de Oui, voir parce que large. ça dépend vraiment, parce que en division 1, le top niveau, ça peut être l'équivalent de bas de pro élite, et le bas de tableau division 1, ça peut être N2, quoi. Donc c'est vraiment un grand écart. Ouais. Il y a aussi des, pas des associations, mais des organismes qui facilitent les choses. Oui, oui, oui. Euh, Toi, tu Qui l'as fait aide comment? dans les démarches. Ben, j'ai demandé de l'aide à des personnes dans une organisation qui m'ont aidé pas mal à rassembler tous les documents dont j'avais besoin. Donc tout ce qui était bulletin scolaire. Enfin, elle m'a dit fallait que j'aille faire des démarches dans telle comment dire, telle institution pour avoir ça, pour avoir ça. Donc c'était vrai. Enfin, avoir de l'aide grâce à ces associations, pardon, c'est vraiment important, et ça aide vachement, parce que sinon en fait on est un peu perdu. Il faut passer des examens, faut passer des trucs, donc c'est vraiment beaucoup de choses à faire, et c'est le faire tout seul, c'est vrai que ça peut être overwhelming. Overwhelming. Exactement. Et les jeunes qui n'ont pas confiance justement dans leur niveau d'anglais, est-ce que tu leur conseilles de partir ou de peaufiner d'abord? Bah moi franchement, je dirais partir, parce que c'est là-bas que j'ai vraiment le mieux appris, quoi. Ici, bah oui, c'est bien, mais on parle pas assez, on n'est pas dans un vrai contexte et dans le vrai cadre de vie entre guillemets. Mais c'est vraiment en étant immergé dans le pays que t'apprends le mieux. Enfin, c'est mon opinion, quoi. C'est le mien aussi, c'est la mienne aussi. Merci beaucoup Elsa pour ton témoignage. On va jouer à un petit jeu si tu le veux bien. Oui. Alors, j'ai conclu qu'après tes 5 années aux États-Unis, tu parlais désormais bien anglais. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est un Translation Blind Test. Ça veut dire que je vais te lire les paroles d'une chanson traduite en français, et il faut que tu essayes de retrouver la chanson ou l'artiste Génial, je suis en, tellement bonne en blind test français déjà. Ça va être génial. en essayant de
au moment où je dis les paroles, alors moi je vais pas chanter, je vais simplement les lire quoi. Ok. Mais toi, il faut que tu essayes de les traduire en temps réel dans ta tête pour voir si ça te dit pas quelque chose, si ça te rappelle pas une chanson. Ok. On essaye? On essaye. Alors c'est pas. Est-ce la vraie vie? Est-ce un mythe? Pris dans un raz-de-marée, tu ne peux t'échapper du réel. Ouvre les yeux, lève la tête aux cieux et regarde. Je ne suis qu'un pauvre garçon. Je n'ai besoin d'aucune compassion. Car c'est la vie, des hauts, des bas, peu importe le sens dans lequel le vent souffle, cela n'a pas d'importance à mes yeux. Mes yeux. Maman, j'ai tué un homme. Je l'ai mis en joue et j'ai activé la gâchette. Maintenant, il est mort. Maman, la vie ne faisait que commencer, mais je viens de tout foutre en l'air. Oh maman, je ne voulais pas te faire pleurer. Au cas où je ne suis pas de retour demain, continue, continue comme si de rien n'était. Une idée? Euh... C'est tellement nul en blind test en plus. Non, ça me dit rien du tout, ça. On écoute. Ah, Katy Perry, moi j'aurais dit, mais je suis pas sûre de ça. Non. Non. Non, c'est pas ça. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. Ça te dit toujours rien? Si, ça, oui. Alors c'est qui? C'est quoi? Mais je t'ai dit, je suis vraiment nulle en blind test. Je suis vraiment super nulle. Je suis incapable de... genre, je connais la chanson, mais je peux pas dire de qui c'est. D'accord. Bon, c'est Queen. Queen, On va c'est ça. essayer une deuxième. Ouais. Là, je suis allé piocher dans tes goûts. Je t'ai demandé à peu près quelle musique t'aimais. Donc j'espère que tu vas trouver. C'est compliqué, comme toujours, c'est comme ça. J'ai l'impression d'avoir attendu cela toute ma vie. Je me demande si ça se voit. La tête sous l'eau, je ne peux plus respirer maintenant. Je ne me suis jamais senti aussi bien parce que je sens qu'il arrive sur moi. Je ne l'arrêterai pas, même si je pouvais. Quand l'amour prend le contrôle, tu ne peux rien faire. Quand l'amour prend le contrôle, quelque chose est en train de se passer. Je te mets la musique, ça va t'aider. It's complicated. It always is. That's just the way. Ouais, ça, je connais. C'est... Regarde la réponse que tu m'as faite quand je t'ai posé la question. Moi, je t'aurais dit Kaigo, mais Non, c'est l'autre. David Guetta, ouais. C'est David Guetta. Ok, très bien. C'est David Guetta et Kenny Rowland pour When Love Takes Over. Bon. Ouais. Mais ouais, je suis vraiment nulle en blind test. Non, mais écoute, même en français, je suis incapable de on aura reconnaître. essayé. Ouais. C'est pas grave. Je t'avais demandé de préparer une petite anecdote. Oui. On t'écoute. Alors, c'était quand j'étais encore au Pôle France à Châtenay-Malabry. On fait le voyage jusqu'à Rennes, donc voyage compliqué. On arrive limite à l'heure au match, on s'échauffe très vite fait et tout. Et pendant le match, du coup, je vais au service, donc je fais ma petite routine, machin. Et je fais toujours un pas quand je sers. Et donc je vais pour servir, je fais mon pas. Et là, je sers, je fais mon pas et je tombe. Mais vraiment, je fais un gros plat, quoi. Et en fait, donc je commence à exploser de rire. Les filles, elles comprennent pas parce que je mets un ace. Et en fait, elles se retournent et elles me voient vraiment couchée par terre sur le ventre. Alors là, Voilà. bravo. Donc c'était vraiment une grosse honte, mais j'ai vraiment mis un ace, quoi. Joueuse de l'équipe de France Donc, ouais. qui met un ace en arrivant au sol. Donc, ouais. Et pourtant, j'étais vraiment pied au sol, quoi. Donc c'est vraiment. Tu t'en souviens, quoi. C'est vrai, voilà, c'est pas un truc qu'on oublie. Un mot aussi sur l'équipe de France, peut-être. Tu as fait partie de toutes les équipes de France jeunes.
Oui. Et tu iras sans doute en équipe de France senior à nouveau. Comment tu te sens dans cette équipe de France? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? En salle? En salle, oui. Et en beach. Ça fait toujours plaisir d'être en équipe de France, de retrouver les filles que maintenant elles sont toutes dans des clubs différents, et alors qu'on avait grandi ensemble au Pôle France à Châtenay et à Toulouse, donc ça fait toujours plaisir de les revoir, toujours une bonne ambiance, et avec toujours un état d'esprit où on veut progresser et faire du mieux qu'on peut, quoi. Donc voilà. Et l'objectif sont les JO, donc c'est vrai que maintenant chacune a a une expérience différente suivant les clubs, donc on est toutes rigoureuses dans ce qu'on fait, on se donne à fond, et voilà, on espère faire quelque chose de bien aux Jeux Olympiques, quoi. Pour toi, l'objectif, c'est les Jeux Olympiques de Paris, plutôt en beach ou en salle, alors? Moi, en beach. En beach, là, tu te concentres complètement sur le beach. Ouais, j'ai arrêté la salle en décembre-janvier cette année, et voilà. De manière définitive. En attendant, oui, de manière définitive. D'accord. Bah, écoute, on te souhaite tout le meilleur pour les années à venir jusqu'à Paris 2024, que tu participeras. Merci. Que tu gagneras. On termine ce podcast sur une question d'un auditeur. On l'écoute. Hi, Elsa. This is Ron. As the recent Olympic athletes face challenges associated with the world pandemic, what kinds of challenges did you face as you left France to pursue volleyball abroad? And how has facing those challenges shaped the person you are today? C'est sûr que partir dans un autre pays, sachant qu'il y a le Covid, parce qu'il parlait du Covid aussi, c'est compliqué. Moi, je sais que du coup, je suis retournée en France à cause du Covid, et avec toutes les restrictions qu'il y a, c'est pas forcément facile de se réintégrer en France, pour être honnête, parce que je suis arrivée à Toulouse, je connaissais du monde, mais au final, avec les couvre-feux, le confinement, les différents isolements, parce que cas contact, cas positif, etc. C'est pas forcément facile d'avoir une vie sociale où on peut voir beaucoup de monde et tout. Donc c'est pas facile, mais de toute façon, il faut faire avec, parce que l'objectif, c'est aussi d'être performant et de pouvoir s'entraîner. Donc si on du coup ça m'a fait aussi une certaine routine pendant le couvre-feu, où j'allais me coucher un peu plus tôt, du coup, et j'avais mes heures de sommeil, et voilà, quoi. Parfait, merci beaucoup. On rappelle que la personne qui t'a posé la question, c'est Ron, ton coach. Ouais, c'était mon assistant coach à Houston, ouais. Et donc il posait la question de comment tu avais vécu cette pandémie et comment tu avais fait face à ces challenges en tant qu'athlète de haut niveau, grosso modo. Et ça. Aussi, comment tu as vécu la transition entre la France et les États-Unis. Ah oui, j'ai oublié cette question. Après, je l'ai dit aussi, vu qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué, mais au final, j'ai retrouvé ma famille et des amis que j'avais plus vu depuis un moment en France, donc ça faisait aussi plaisir malgré la pandémie, quoi. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Elsa. Le podcast s'appelle EOSH. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, cette expression? Oui, c'est les cris de guerre que tu utilises un peu quand t'es enfant dans les clubs et que tu commences à voler, mais voilà, quoi. Nous, c'était plus EOSA que EOSH. Et... Ah, c'est intéressant, ça. Donc, il y aurait une version alsacienne de EOSH, ce serait OSA. OSA, EOSA. Ouais. Très bien. Ouais, ça m'intéresse de connaître tous les régionalismes de EOSH. Mais je sais pas, ouais. Peut-être qu'il y a une origine. Oui, peut-être, mais je serais incapable de dire d'où ça vient. Et moi aussi. Merci en tout cas pour ta gentillesse et ta disponibilité, Elsa. Merci Ce podcast a été enregistré le 24 août 2021. À très bientôt sur EOSH.
champion olympique.